positive tests do not equal cases. Very important to remember, and I think that many would agree the response has been worse than the crisis itself. Now here is Dr. Thomas Cowan breaking down the PCR test and how it can be used to manipulate the crisis. The test is called a RT-PCR test. It's otherwise known as a viral load test. And the test is a surrogate test. It was developed by a guy named Kary Mullis, who was given the Nobel Prize in Chemistry for essentially inventing the technique of this test. And he said very specifically, you cannot use this test to either prove infectious etiology or to diagnose an infectious disease, which of course is interesting because if you can't use it to diagnose an infectious disease, that of course begs the question of what can you use it for? But let me back up here and describe what a surrogate test means, because this is very important to understanding the situation we're currently in. A surrogate test means that in a situation where you're trying to prove causation, you have to have a gold standard test. And those postulates, like with meningococcus, that is a gold standard test. It's reliable 100% of the time. You cannot use a surrogate test to prove anything. And that is what is happening with these tests. So what is the surrogate test? So remember that we don't have a gold standard. We don't have isolation, purification, reinfection. We don't have viremia. We don't have millions of copies demonstrated on an electron microscope. We essentially have no idea who has this coronavirus disease. So then they take a piece of one of the coronaviruses, the new one that they found. It has a new RNA sequence that hasn't been found before. They take one of the sequences, which they say is unique to that particular virus, and they do something called amplify it. And what that means is you take in your blood, you'll have one copy of this sequence, and it's too small, you can't find it. So you stimulate it, and this is what Kary Mullis came up with. You stimulate it, it makes 2 copies, that's 1 cycle. You make 4 copies, that's 2. You make 2 to the 20th copies, whatever number that is, that's 20 cycles. And what you find with this test is that once you put it through approximately 36 cycles, then you start to see the color change that tells you it's positive. So if you do 35 cycles, it's still too small to see. If you do 36, you start to see it, but you get false negatives, even though you don't really know which is a false negative because you don't have anything to compare it with. So then you do 37 and you see it, 5% of the time of people with these symptoms, and you say that's the number. But here's where it gets interesting. If you do it 40 times, you start seeing a lot more positives. And then here's something else to know. If you do it 60 times, so if you amplify it over and over and over again, it becomes positive with 100% of the people. Let me say that again. If you amplify it 60 times, it will be positive with everybody. That means that everybody has a piece of this RNA somewhere in their cells or in their genome or somewhere in their secretions. All you have to do is amplify it enough. And the problem is we don't know how many false positives or false negatives there are because we have nothing to compare it to. And if all biological tests have false positives, so if you test 30 million people and you have a 1% false positive rate, then 300,000 people by definition will test positive, and then you have an epidemic. And then if you want to demonstrate that the epidemic got better, all you have to do is lower the amplification cycles to 35, and then suddenly your vitamin C or your vaccine or your chloroquine or whatever you did worked, and now there's no more people testing positive. That is fraught with problems, and that is the problem. And unfortunately, with every country has their own standard
of what kind of cycles they put it through, the number. So you see very different numbers coming out of very different places, depending on the number of amplification cycles that they're standardizing their test to. And I hope everybody is getting the point that this is a crazy situation. Avez-vous l'esprit ouvert? Pouvez-vous suspendre votre jugement pour un instant? La plupart des gens ne le peuvent pas. Mais que faire si votre emploi en dépend? Si la liberté d'étreindre les gens en dépend et si votre vie en dépend? Voici une nouvelle théorie. Considérez d'abord que nous vivons dans un monde où tout est toxique. Les sols, l'eau, l'air, notre nourriture et même nos médicaments. Et le stress lui-même peut être toxique. Imaginez maintenant que toutes ces toxines sont un poison pour notre corps au niveau cellulaire. Imaginez encore que nos cellules aient une défense et répondent à cette situation. En impactant le matériel génétique empoisonné, de l'ARN ou de l'ADN, et en l'éjectant hors de la cellule dans de minuscules boules de protéines. Appelons ces boules de matériel génétique exosomes. Imaginons que les exosomes puissent agir comme des messages pour alerter d'autres cellules de la présence d'un poison particulier. Ainsi, à travers tout le corps, de plus en plus de cellules se mettent à capturer la matière toxique et à l'évacuer. Aussi, à certaines périodes de l'année, en raison des cycles de température, l'homme a tendance à purger un grand nombre de ce matériel génétique empoisonné hors du corps, provoquant ainsi des symptômes de maladie. Ces exosomes ne provoquent pas de maladie et ne sont pas contagieux, malgré qu'ils semblent se propager dans tout le corps. Ceci est la théorie des exosomes. Maintenant, passons à la théorie établie des virus. Les virus sont généralement considérés comme non-vivants. Ils n'ont pas de structure cellulaire et ne se reproduisent pas d'eux-mêmes, bien que nous en ayons des trillions dans notre corps. Ce sont de minuscules morceaux de matériel génétique, soit de l'ARN ou de l'ADN, conditionnés dans de minuscules boules de protéines qui semblent entrer et sortir des cellules. Tiens. Nous croyons que certaines de ces entités sont contagieuses et pathogènes, se transmettant entre humains et se reproduisant à l'intérieur de notre corps, provoquant ainsi la maladie et la mort. Donc regardons la situation de ce qu'il en est de ce virus corona et comparons ce qui se passe dans ces deux théories. Commençons par examiner l'origine du virus corona. Un groupe de personnes atteintes d'une maladie respiratoire non résolue par des antibiotiques. Le personnel médical officiel a donc bien sûr commencé à chercher un virus, ce qu'ils ont finalement trouvé sous le microscope électronique, et ce qui étaient des petites boules de protéines excrétées par les cellules. Ok, première comparaison. Cela a du sens dans la théorie des exosomes et dans la théorie des virus. Puis ils ont cherché et trouvé un fragment d'ARN qu'ils n'avaient pas vu auparavant chez certains de ces patients. Cela est censé à la fois dans la théorie des exosomes et dans celle du virus. Maintenant, ils n'ont pas prouvé que cela pourrait infecter une personne ou un animal via une forme purifiée de ce soi-disant virus. Ils ont simplement assumé que ce fragment d'ARN était la cause de la maladie qu'ils ont vue chez certains patients et ont supposé qu'elle était contagieuse. Savez-vous comment fonctionne le test? Ce n'est pas un test binaire comme un test de grossesse. Il s'agit d'un test appelé PCR qui amplifie le matériel génétique par doublement en des douzaines de cycles jusqu'à obtenir des milliards ou des trillions de molécules originales. Ces résultats sont ensuite utilisés pour déterminer si vous avez suffisamment de fragments d'ARN identifiés pouvant être considérés positifs. Voici ce qui se passe. À un certain niveau d'amplification, absolument chaque personne serait testée positive. Ils utilisent un niveau arbitraire, un point de coupure, où le processus de doublement s'arrête. Ce point de coupure diffère selon les tests utilisés pour Covid-19. En fait, il y avait 10 seuils différents parmi les 33 tests approuvés par la FDA. Cela semble un peu étrange, n'est-ce pas?
Et il est intéressant de savoir que l'inventeur du PCR, qui a reçu un prix Nobel pour cette invention, pense que celui-ci ne devrait pas être utilisé pour diagnostiquer des maladies contagieuses. Et peut-être avez-vous entendu parler de certains des problèmes que pose ce test, comme un taux élevé de faux positifs. Mais dans tous les cas, disons qu'après 37 doublements d'un matériel génétique spécifique qu'ils ont trouvé dans votre corps, ils ont déterminé que vous aviez suffisamment d'ARN recherché pour être considéré comme positif. Cela pourrait avoir un sens à la fois dans la théorie des exosomes et dans celle des virus. Mais il est clair qu'il y a des groupes de personnes qui tombent malades. Regardez New York City. Il doit s'agir d'un virus. Néanmoins, si vous êtes empoisonné par quelque chose dans votre environnement, il est probable que les personnes autour de vous le soient aussi. Et si de manière commune, nous nous purgeons de ces poisons durant certaines périodes de l'année, nombre de personnes auront les mêmes symptômes en même temps. Cela convient à l'une ou l'autre de ces deux théories. Maintenant, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Examinons la situation du navire de croisière Diamond Princess. Saviez-vous que les personnes qui étaient coincées ensemble pendant des jours dans les cabines avaient des résultats de tests positifs et négatifs contradictoires? Comment une personne porteuse de cette maladie hautement contagieuse ne l'a pas transmise à quelqu'un coincé avec elle en cabine pendant des jours? Cela a du sens dans la théorie de l'exosome, où l'on sait que les minuscules boules d'ARN ne sont pas contagieuses, mais cela n'a aucun sens dans la théorie du virus, où ces mêmes minuscules boules d'ARN sont censées être contagieuses. Maintenant, jetons un œil sur le premier cas de transmission dans l'Illinois. Une femme se déplace à Wuhan, revient, et elle et son mari, souffrant de maladies chroniques, ont fini par être testés positifs. Les autorités médicales ont ensuite suivi 300 personnes qui ont eu un contact étroit avec eux pour déterminer qui avait contracté le virus. Et devinez quoi? 0 test positif. Ceci a encore fait sens dans la théorie de l'exosome, parce que les exosomes ne sont pas contagieux, mais cela n'a à nouveau pas de sens dans la théorie du virus, car ceci est censé être un virus contagieux. Savez-vous en fait qu'il y a de nombreux cas à travers le monde de personnes testées positives sur des fragments d'ARN qui n'ont pas d'historique de déplacement, ni été en contact avec une personne infectée? Ces gens venaient de n'importe où. Nous étions au début de la crise. Et soudainement, tous furent testés positifs. Cela correspond à nouveau à la théorie de l'exosome, où l'ARN est produit par une réaction immunitaire à l'intérieur de notre corps, mais n'a pas de sens dans la théorie du virus, où vous êtes censé avoir été en contact avec un porteur du virus. Et qu'en est-il du nombre élevé de personnes testées positives sans être malades? En fait, 80% de ces personnes sont soit asymptomatiques, soit souffrent de légers symptômes de rhume. Pourquoi donc? Cela fait sens dans la théorie de l'exosome, puisque les fragments d'ARN ne sont pas la cause de la maladie, mais ne fait aucun sens dans la théorie du virus, où celui-ci est supposé être la cause de la maladie. Les choses deviennent encore plus bizarres. Saviez-vous que certaines personnes testées positives deviennent négatives, puis positives à nouveau, en l'histoire de quelques jours? Cela peut être logique dans la théorie de l'exosome, où il est possible que les cellules rejettent simplement des quantités variables d'exosomes, selon certaines conditions. Mais cela n'a pas de sens dans la théorie du virus, où vous êtes censé être infecté jusqu'à ce que vous soyez débarrassé de celui-ci. Donc, laquelle de ces théories vous semble la plus probable? Que diriez-vous si vous entendiez des virologues dire qu'ils pensent que les virus sont en fait des exosomes? Que diriez-vous si je vous disais que les docteurs et autres experts scientifiques le pensent également? En fin de compte, quelle que soit la théorie à laquelle vous croyez, celle établie du virus contagieux ou celle émergente des exosomes, quel niveau de confiance accordez-vous au test PCR? Souhaitez-vous vraiment voir votre vie dépendre des résultats obtenus par ce test potentiellement dénué de sens? Voulez-vous que vos proches soient testés? Voulez-vous vous-même être testé? Ou peut-être devrions-nous refuser ce test?